Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble des points faibles des gens pervers narcissiques qui peuvent être hommes ou femmes. Le but de cette vidéo, c'est simplement de vous mettre en garde sur ce qu'il ne faut pas appuyer chez ces gens-là. C'est-à-dire que les gens pervers narcissiques ont des points faibles. Si vous avez à un moment mis le doigt sur ce point faible, ça va créer des réactions. Il faut savoir que les pervers narcissiques sont des gens qui ont tendance à surréagir. C'est-à-dire qu'ils arrivent à transformer des petites choses en gros drama. En gros, en grosses disputes. C'est des gens, vous faites un petit truc de travers, ils vont vous en vouloir pendant très longtemps. C'est des gens, dès que ça ne va pas dans leur sens, ils vont s'énerver. En fait, c'est des gens assez sensibles, mais que à eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est des gens, ils sont sensibles au fait qu'on leur manque de respect ou même juste ils pensent qu'on leur manque de respect. C'est des gens qui veulent que tout se fasse exactement comme ils veulent, ils ont besoin de beaucoup de contrôle, mais c'est que dans leur sens. C'est-à-dire que cette sensibilité, elle ne va pas aller vers vous. Donc, je pense que le but de cette vidéo, c'est de vous aider à comprendre les pièges qu'il faut éviter avec ces personnes-là. Moi, je suis Romain Simard, je suis coach pour victimes de pervers narcissiques depuis déjà des années. C'est mon métier, c'est de ça dont je vis pleinement et déjà, je vous en remercie pour votre confiance. Et sachez que, voilà, ces vidéos que vous regardez sur les réseaux sociaux, elles sont gratuites. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur de mettre le maximum de solutions possibles dedans pour que vous puissiez vous libérer des personnes toxiques. Parce que vous allez perdre des années de votre vie, vous allez perdre beaucoup d'énergie, vous allez être déçu, vous allez perdre confiance en les gens. Et je pense sincèrement, même si c'est peut-être pas gentil pour les pervers narcissiques, mais je pense sincèrement qu'on serait peut-être mieux sans les pervers narcissiques. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ces vidéos. J'espère qu'elles vous plaira, cette vidéo en particulier. Je pense qu'elle va beaucoup vous aider et elle vous aidera sûrement à éviter des disputes avec la personne perverse narcissique autour de vous et ça va vous économiser beaucoup d'énergie et ça va vous protéger émotionnellement, ce qui est très important parce qu'on est fragile émotionnellement. On est des êtres humains, on est fragile émotionnellement. Quand on a des bad vibes, on appelle ça, qui viennent vers nous, bah ça nous touche et ça peut gâcher nos journées, ça peut gâcher nos semaines, ça peut gâcher notre vie et notre vie est précieuse, je pense, alors autant la préserver. 30 points faibles des pervers narcissiques. Le premier, c'est le miroir cassé. Derrière leur besoin de briller, le reflet d'une faible estime de soi les rend nerveux au moindre éclat de vérité. Je n'ai pas très bien mis le texte, mais je vais vous lire pour que ce soit facile. Il y a des exemples à chaque fois. Il y a des exemples à chaque fois pour bien comprendre. Le miroir cassé, c'est quoi? C'est le fait que cette personne, en fait, elle a sans arrêt besoin que les autres autour lui renvoient une bonne image. Et cette personne ne semble pas avoir, au fond d'elle-même, une espèce de solidité par rapport à sa confiance en elle. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans la vie où il faut faire des choses, même si les gens ils nous disent autour de nous que ça ne va pas réussir, ou que c'est bête, ou que on comprend pas. Par exemple, là moi je suis en train d'investir un petit peu dans, vous avez peut-être entendu parler des crypto-monnaies, je suis en train de mettre des sous dedans. Bon ben voilà, je sais très bien que si je vais en parler autour de moi, les gens ils vont me dire ah, ouais Romain, c'est bizarre ton truc, ah oui c'est les arnaques, les crypto-monnaies, etc. C'est le nouveau truc à la mode, machin. Et donc, c'est pas grave si les gens autour de moi me donnent une mauvaise image de ce que je fais, parce que moi j'ai confiance. Et à la rigueur, ça me dérange pas si les gens autour de moi ils pensent que ce que je fais c'est bête ou autre. C'est juste que moi j'ai confiance en ce truc-là, et c'est pas parce que eux ils ont pas confiance que moi je vais plus avoir confiance aussi. Et ben le problème pour les pervers narcissiques, c'est que ça marche pas. Ils ont sans arrêt besoin que les autres autour d'eux les valident. Et forcément, ça arrive pas toujours. Ça arrive pas toujours parce que les gens ont différents avis. Les gens pensent différentes choses. Il y a des gens, ils vont me dire « Ouais, Romain, mets pas tes sous dans les crypto-monnaies, mets-les dans l'immobilier, mets-les dans l'or, mets-les dans les objets de collection, etc. » Les gens, ils vont pas être toujours de notre avis parce que c'est comme ça, les êtres humains sont pas les mêmes. Et du coup, la chose qui est un peu dommage chez les pervers narcissiques, c'est qu'ils veulent tellement être aimés par les autres qu'ils se conforment sans arrêt à ce que les autres attendent d'eux. Mais comme justement, il y a plein de personnes différentes sur la planète,
bah ça donne des gens bizarres qui vont devoir être différemment selon avec qui ils sont. Je pense que vous voyez ce dont je parle, c'est le côté inauthentique de ces personnes-là, où elles cherchent toujours à être en accord avec les gens autour d'elles, mais du coup, vous vous rendez compte qu'avec le temps, elle est caméléon, et elle change sans arrêt. Elle change sans arrêt, et elle va dire, ah oui, moi je suis tout à fait contre les armes, etc., c'est pas bien. Quand elle est avec des gens qui n'aiment pas les armes. Et ensuite, quand il y a quelqu'un qui aime bien les armes, elle va être là, ah bah oui, les armes, c'est très important, etc. Voilà, je donne un exemple au hasard, mais vous voyez l'idée de ces personnes-là. Alors, qu'est-ce que ça crée exactement? Ça crée un gros problème. Là, je vous donne un petit exemple avec Stéphane. Lors d'une soirée entre amis, Stéphane fait le beau et se vante de ses réussites professionnelles. Mais au moment où un ami corrige une de ses inexactitudes, il se crispe immédiatement et boude le reste de la soirée, incapable de tolérer l'atteinte à son image. Par exemple, Stéphane se trompe sur un truc, voilà, ou Stéphane, on lui pointe du doigt une incohérence. Ah oui, tu dis que t'es pour les armes, mais la dernière fois, t'as dit que les armes, c'était pas bien. Et il va être là, Stéphane, en mode... Ou il va s'énerver contre la personne qui a mis en lumière l'incohérence, ou bien il va bouder, ou il va machin, mais il va avoir une réaction en fait. Il va pas réussir à simplement être là en mode « Ah bah oui, c'est vrai, je me suis trompé ». Parce que ça remet tout en cause chez cette personne, ça remet tout en cause. La peur du vide. Si l'attention des autres se tarit, il panique comme face à un précipice émotionnel. Il ne supporte pas le silence ni l'indifférence. Exemple, Camille envoie sans cesse des messages à ses collègues en dehors du travail. Quand personne ne répond pendant quelques heures, elle se met à appeler ou à relancer sur d'autres réseaux, comme si elle ne pouvait supporter d'être ignorée. Vous savez, c'est les gens, quand vous recevez un message d'eux et que vous êtes en train de faire autre chose, imaginez là je suis là, en train de faire cette vidéo, ok? Je vais pas être sur mon téléphone toutes les 2 secondes, je suis en train de faire une vidéo pour vous, je vais pas diviser mon attention. Et bien on imagine une personne perverse narcissique qui me parlerait, elle m'enverrait un message là, et je répondrais pas. Et elle m'enverrait plein de points d'interrogation. Vous savez, les gens des fois qui font ça, peut-être même que vous vous reconnaissez des fois, peut-être que vous êtes une personne impatiente en l'occurrence, mais il y a cette chose qui arrive des fois où les gens sont en mode il me faut maintenant tout de suite, c'est maintenant, il me faut maintenant tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Et vous voyez le même comportement des fois chez les enfants qui sont là en mode maman, 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 maman. Et la maman, elle est en train de faire un autre truc, elle est en train de cuisiner ou de parler à quelqu'un au téléphone, elle lui dit oui, bah laisse-moi tranquille 2 secondes, etc. Et puis l'enfant est toujours là en mode maman, 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 maman. Et puis sa maman, elle lui dit écoute, t'es pas le centre de l'attention, il n'y a pas que toi sur cette planète. Bah, les gens qui sont pervers narcissiques, si vous regardez cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas que vous sur cette planète et que donc des fois, on ne peut pas vous donner de l'attention, ou parce qu'on n'a pas envie, ou parce qu'on ne peut pas. Il y a différentes raisons. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des gens qui ne supportent pas d'être ignorés. Bon. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de ces gens-là? Je pense qu'ils sont un peu immatures, vous me direz ce que vous en pensez. La fausse omniscience. Ils détestent, c'est le point numéro 3, ils détestent qu'on pointe leurs lacunes. Ne pas tout savoir écorne l'image de contrôle qu'ils projettent, qu'ils veulent projeter. Exemple, lors d'un quiz entre collègues, Marc prétend connaître la réponse à toutes les questions. Quand on lui demande des précisions et qu'il se trompe, il se met à inventer de nouvelles excuses ou détourne la conversation pour cacher son ignorance. Bah alors Marc, tu veux être monsieur parfait, tu veux tout contrôler. Des fois, simplement dire je ne sais pas, c'est une grande preuve d'humilité. Ne t'inquiète pas Marc, personne ne va te lapider. Hein. On va pas être là en mode oh, Marc il sait pas les questions du quiz, oh la honte. T'inquiète pas, ça va pas arriver, ok? On n'est pas là pour se moquer de toi. Mais Marc, peut-être que toi tu te moques des autres quand ils ne savent pas. Alors il faut t'attendre à ce qu'on te rende l'appareil, hein? C'est peut-être ça dont tu as peur, que les gens te traitent comme toi tu les traites. Allez, point numéro 4, la blessure d'ego. Alors oui, je voulais vous dire un petit truc, je vous ai mis un programme gratuit sur ma boutique qui s'appelle, je crois, les secrets des pervers narcissiques. Vous êtes tous les jours plusieurs à le prendre, donc voilà, merci beaucoup pour votre confiance. Il y a aussi des programmes payants, tous les jours j'ai des gens qui les achètent aussi, merci beaucoup
pour votre confiance. Donc, n'hésitez pas à aller sur la boutique. Le lien est dans la description. Et si vous achetez un programme que vous n'aimez pas, vous avez 30 jours pour être remboursé. C'est comme sur Amazon, c'est exactement pareil. La blessure d'ego. La moindre critique, même subtile, agit comme un coup de poignard. Leur cuirasse est épaisse mais fragile à l'intérieur. Exemple. Sophie présente un projet au bureau et reçoit un simple commentaire sur la mise en page. Elle réagit en accusant la personne de vouloir saboter son travail et évite tout contact ultérieur, blessée au plus profond. On se rend compte que Sophie est un peu insécure. C'est-à-dire que elle a... Alors, peut-être que Sophie a énormément basé comment dire, la solidité de son ego sur son travail, mais moi, c'est pas tellement ce que je pense. C'est plus qu'il y a des gens comme ça, on peut pas trop leur faire de remarques parce qu'en fait, ils le prennent personnellement. Ils le prennent personnellement. Ils le prennent très très mal. Alors que c'est juste un petit truc sur le travail, c'est sur la mise en page de son document sûrement. Et en fait, elle l'a pris super mal. Et il y a des gens comme ça qui sont très sensibles, très 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 sensibles et qui vont, comment ça s'appelle, surréagir. Et je ne sais pas exactement quel autre mot utiliser parce que c'est ça. Ils vont surréagir. Donc qu'est-ce qui va se passer vous avec le temps? Bah, vous allez vous rendre compte qu'il ne faut pas faire de remarques à ces gens-là. Il y avait comment ça s'appelle, une vidéo que j'avais vue sur internet où c'était comme ça un sketch sur des gens susceptibles. Et donc, à chaque fois, la personne, on lui disait un tout petit truc, elle était là en mode oh, comme ça. C'était un sketch, c'était très bien fait. Et ça donne un peu la réalité que certaines personnes, elles sont un peu fragiles en fait. 5e élément, le besoin perpétuel de carburant. Sans flatterie et validation, leur moteur interne cale. L'absence d'admiration les plonge dans l'anxiété. Exemple, Fabrice poste tous les jours sur les réseaux sociaux et vérifie constamment le nombre de j'aime. Quand ses publications suscitent moins de réactions, il se sent invisible et multiplie les selfies ou les stories pour regagner de l'attention. Bah alors Fabrice, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux des j'aime? Tu veux des likes? Hein? Eh ben écoute, ça arrive en fait. Les hauts et les bas dans la vie. Il n'y a pas que des hauts, hein, Fabrice. Des fois, il y a des bas aussi. Et c'est pas parce que tu as des bas que tu n'existes plus, Fabrice. Même quand tu n'es pas un winner, même quand tu n'es pas au top de ta forme, même quand tu n'es pas le plus aimé de la planète, eh bien, ne t'inquiète pas, tu existes toujours. Tu es toujours là. Tu ne disparais pas quand on ne te donne plus d'attention. 6e élément, le masque qui glisse. Il ou elle redoute d'être démasqués et exposés pour leurs incohérences ou leurs manipulations. Exemple, durant une réunion, Elodie se vante de ses compétences en gestion de crise. Mais quand un collègue la met en situation réelle, elle s'emporte et bafouille et fuit la salle pour éviter de révéler sa véritable incompétence. Oups, Elodie, oups. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, Elodie? Tu es incompétente et tu refuses de le reconnaître. Parce que si tu le reconnaissais ou le reconnaîtrais, tu ferais déjà la moitié du chemin pour t'améliorer. Il y a énormément de gens qui sont nuls dans certains domaines. De toute façon, on est tous nuls dans des domaines, mais souvent on refuse de le voir parce que c'est douloureux pour notre ego. Le problème, c'est que tant qu'on refuse de le voir, on ne peut pas améliorer ce point. On ne peut pas améliorer ce point. La compétition cachée. Ils se sentent constamment en concurrence avec les autres. Un signe de succès chez autrui peut les déstabiliser. Exemple, quand son ami obtient une promotion, Denis n'exprime aucun enthousiasme. Au contraire, il minimise le mérite de son ami et tente immédiatement de parler de ses propres exploits pour récupérer la vedette. Des fois, j'ai des gens en coaching qui ne comprennent pas exactement ce point. Et ils me disent, mais je comprends pas, Romain, cette personne perverse narcissique, elle est en compétition, mais elle est en compétition avec tout le monde, avec nos enfants, avec moi, avec la Terre entière. C'est bizarre, en fait, ça n'a pas lieu d'être, parce que des fois, il n'y a pas vraiment d'enjeu dans cette compétition. Et ben oui, c'est comme ça, il y a des gens ainsi. C'est pas moi qui les ai créés, hein, faut pas m'en vouloir. Moi, je fais juste les vidéos sur les pervers narcissiques.
C'est pas moi qui les ai fabriqués. Ce serait un peu machiavélique si je les avais fabriqués et qu'après je vous faisais les vidéos sur les pervers narcissiques. C'est comme si je créais une maladie et qu'après je vous vendais le médicament, quoi. Pour remarquer, je pense qu'il y a déjà des gens qui ont dû faire ça dans l'histoire de l'humanité. Enfin bref, le temps qui s'écoule. Vieillir ou perdre de leur superbe est une hantise. L'illusion de jeunesse et de perfection est cruciale pour leur ego. Exemple, Marie, obsédée par son image, évite les réunions de famille où l'on pourrait remarquer qu'elle a pris quelques rides. Elle poste d'anciennes photos retouchées. Ah oui, je sais, désolé, ça. C'est un truc que j'ai vu déjà. Bon, et si vous vous sentez visé par ce point-là, prenez-le pas trop mal. Parce que déjà, personne n'aime spécialement vieillir, ok. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? On appelle ça les affres du temps, ok. On appelle ça les affres du temps. C'est-à-dire que le temps, on n'a rien à faire de nous et il nous fout des claques. On a tous pris des claques avec le temps. Elles sont pas très très drôles à regarder. Mais voilà, Marie, obsédée par son image, évite les réunions de famille où l'on pourrait remarquer qu'elle a pris quelques rides. Elle poste d'anciennes photos retouchées sur internet pour maintenir l'illusion d'une jeunesse éternelle. Marie, c'est un peu cliché ce que je vais te dire, mais la jeunesse, c'est aussi dans la tête. Les émotions non maîtrisées. Derrière leurs apparentes froideurs, un volcan d'émotions incontrôlées peut jaillir, révélant leur vulnérabilité, ce qu'on appelle la rage narcissique. Exemple, Thomas fait toujours comme s'il était indifférent au problème, mais un jour il se met soudainement à hurler contre un collègue pour un détail anodin, montrant à quel point il a refoulé sa frustration. Ah oui, c'est plus... Bon, c'est un peu la rage narcissique, mais c'est surtout... Comment je pourrais te dire ? L'instabilité, hein, l'instabilité. Mais c'est que la personne, elle a pris sur elle, elle fait comme si de rien n'était, et elle dit pas... Mais il y a des gens comme ça qui font ça avec leurs émotions. Ils gardent tout au fond d'eux, et un jour, ils explosent, et on est là en mode, mais je comprends pas... T'avais l'air bien jusque-là, et là, tu pètes un plomb pour pas grand-chose. Mais c'est pas qu'ils pètent un plomb pour pas grand-chose, c'est qu'ils pètent un plomb pour toutes les fois où ils ont rien dit. 10e élément, les relations qui s'émancipent. Voir leurs proches s'épanouir loin de leur influence suscite un sentiment d'abandon et d'impuissance. Exemple, depuis que Julie a déménagé pour vivre sa passion artistique, son ex-compagnon la harcèle de messages dévalorisants. Il lui reproche de l'abandonner et tente de la ramener à lui en culpabilisant. Bon, que ce soit avec les hommes ou les femmes, on peut avoir connu ce type de personne un peu immature, hein, on peut quand même dire assez immature, qui va essayer de récupérer la personne qu'elle a perdue avec avec des chouineries en fait, je sais pas comment dire exactement, avec des chouineries quoi, avec des chouineries. Ça marche pas tellement bien. J'ai une petite... Comment ça s'appelle ? Suspicion que ça marche mieux quand les femmes le font que quand les hommes le font. Parce que nous, les hommes, on est sensibles aux chouineries des femmes. Mais alors, quand c'est nous qui chouinons, voilà, vous nous regardez en mode « Ok, bon. Ok, t'es une merguez apparemment. » Bon, exemple. On l'a dit. Numéro 11, la critique constructive. Même bien intentionnée, toute remise en question est vécue comme une agression personnelle. Exemple au travail, Eric reçoit un conseil bienveillant sur sa présentation PowerPoint. Il y réagit en s'énervant et en accusant la personne d'être jalouse de son talent, refusant d'entendre toute suggestion. Bon, Eric, qu'est-ce qu'on va faire de toi, hein ? Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Des fois, on doit les supporter, hein, les gens narcissiques. Hein. C'est comme ça, hein. Dans un monde idéal, on les foutrait à la poubelle, peut-être. Je sais pas ce qu'on en ferait, on les mettrait dans une grande poubelle. Vous savez, c'est au fond ce qui s'est passé avec les prisons. Hein. Les prisons, c'est les êtres humains qui ont dit, bon, écoutez, il y a un certain nombre de gens qui nous cassent les bonbons. On va faire une grande poubelle qu'on va appeler prison et on va mettre les gens qui nous gonflent le plus dedans. Et puis entre les deux, il y a les gens pervers narcissiques qui nous gonflent suffisamment pour être pesants, mais pas suffisamment pour être en prison. Et donc eux, c'est à vous de les mettre dans une prison symbolique. Et cette prison symbolique, c'est le fait de les ignorer, tout simplement. Les limites imposées, point numéro 12. Ils ne tolèrent pas que quelqu'un leur dise non ou impose des frontières claires. Les limites leur renvoient leur manque de
toute puissance. Exemple, quand un ami ne répond pas immédiatement à son appel tard dans la nuit, Isabelle débarque chez lui à l'improviste et se plaint qu'on ne se plie pas à son emploi du temps. Isabelle, là, Isabelle, c'est non, c'est non. Ils ne tolèrent pas qu'on leur dise non. Eh oui, mais pourtant, c'est non, c'est non. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans la tête d'une personne qui sait mettre des limites? Quand elle voit quelqu'un comme ça qui ne respecte pas les limites, elle va perdre confiance en cette personne et elle va l'éviter. Et si possible, elle va totalement la bloquer. Tu seras bloquée, ma très chère, comment elle s'appelle, Isabelle. Ce sera bien fait pour toi. Le manque d'adoration. Les périodes où personne ne les admire ou ne les craint sont un cauchemar car elles mettent en lumière leur banalité. Exemple, Michel, chanteur amateur, ne reçoit plus d'applaudissements sur scène et décide alors de se lancer dans des polémiques pour attirer à nouveau l'attention du public, même négative. Il veut de l'attention à tout prix, même si elle est négative. Mon cher Michel, tu es un peu débile. tu es un peu débile. Laisse les gens avoir une bonne image de toi. Il vaut mieux que tu sois là juste pour les bons moments, plutôt que tu leur causes à la fois des bons et des mauvais moments. Voilà, cause seulement des bons moments. Et tu verras que tout se passe très bien. Et puis laisse les autres, des fois, t'oublier un peu et ensuite te redécouvrir. Le conflit ouvert. Il préfère les jeux d'ombre et la manipulation discrète. Être contraint de s'expliquer en public les place sous un projecteur inconfortable. Exemple, Solène sème la zizanie dans l'équipe par des rumeurs. Solène, tu es typiquement le type d'emmerdeuse que je déteste. À foutre des mensonges et des rumeurs dans les groupes. Solène sème la zizanie dans l'équipe par des rumeurs. Mais quand on l'invite à une confrontation collective, elle affirme soudainement ne rien savoir et change le sujet pour éviter la mise à nu. Solène, tu es une emmerdeuse. Il n'y a pas d'autre mot. Les réussites des autres. Le succès d'autrui résonne comme un écho de leur propre insuffisance. Ils peinent à féliciter sincèrement. Exemple, en apprenant que sa sœur a décroché un poste prestigieux, Julien se contente d'un « c'est pas si impressionnant que ça » et change rapidement de sujet pour parler de ses propres projets. Je veux pas de commentaires, tu es débile aussi. La conscience qui gratte. On va faire un petit commentaire quand même sur Julien. Julien, regarde bien. Ta sœur a décroché un poste prestigieux. Il y a probablement des raisons derrière ce succès. Si tu cherchais les raisons de ce succès, peut-être que toi aussi, tu pourrais utiliser ces raisons, ces mécanismes pour toi aussi avoir du succès. Donc ta fierté te dessert et crée ce qu'on appelle un coup d'opportunité. C'est-à-dire que tu aurais pu avoir le succès de ta sœur qui ruisselle sur toi, tu en aurais profité aussi. Mais comme tu es trop fier, tu resteras dans ton coin et tu ne progresseras pas. 16e élément, la conscience qui gratte. Malgré leur apparente indifférence, un léger remords ou une peur du jugement moral peut les ronger, même s'ils le nient. Exemple, après avoir manipulé une collègue pour obtenir un avantage, Pierre passe la nuit à se justifier intérieurement, craignant que la vérité ne finisse par éclater et qu'on le juge pour ses méthodes. Ben alors, Pierre, va falloir te confesser. Va falloir réparer peut-être tes erreurs, il va falloir prendre une décision, peut-être la décision d'arrêter d'être un emmerdeur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a manipulé une collègue pour obtenir un avantage. Bon, peut-être qu'il faut dire plutôt la vérité maintenant, Pierre. Ça te sera plus utile sur le long terme. L'obligation d'empathie. Devoir se mettre à la place de l'autre et faire preuve de compassion leur rappelle leur incapacité à ressentir pleinement les émotions. Exemple, lorsqu'on demande à Mélanie de soutenir une amie en deuil, elle esquive la demande et prétend être trop occupée, car elle ne sait pas comment gérer une situation qui exige de la réelle empathie. Eh bien, prends-en conscience et donne ce que tu peux. Donne ce que tu peux. Les gens apprécient le symbole. Même si tu ne peux pas donner beaucoup, donne ce qui te semble équitable
donne un petit peu. Les gens voient quand t'as pas beaucoup, ok? Les gens, quand t'as pas d'empathie, ça se voit. Mais si tu peux au moins montrer que tu veux bien faire, que tu as une bonne intention, rien que ça suffit. Rien que ça suffit. Le besoin de contrôler l'histoire. Ils veulent toujours narrer leur version des faits. Quand la réalité leur échappe, ils se sentent menacés. Exemple, sur les réseaux sociaux, Laurent raconte sa dispute avec un collègue en déformant les propos pour se présenter en victime. Lorsque ce collègue publie sa version, Laurent répond violemment et menace de poursuivre en justice pour diffamation. Tu es ce qu'on appelle de mauvaise foi, Laurent. Va au diable. Va au diable, Laurent. Les vérités sur leur passé. Certains événements ou échecs passés sont soigneusement enfouis. S'ils refont surface, c'est la panique garantie. Exemple, lors d'une fête de retrouvailles, Emeline revoit une ancienne connaissance qui se souvient d'un gros raté professionnel de sa part. Aussitôt, elle devient agressive et prétend que cet incident n'a jamais existé. Ben alors, petit problème d'introspection là, hein, Emeline. Hein. Si tu as fait des bêtises, au moins réfléchis un petit peu à comment ne plus les faire. Tu verras que on appelle ça own your mistake en anglais. C'est soit comment je pourrais dire, soit accepte tes erreurs, on va dire ça. La solitude subie. Sans un public à manipuler, ils se retrouvent seuls face à leur propre vide intérieur, ce qui les angoisse profondément. Exemple, quand chacun est parti en vacances, Lucas tourne en rond chez lui et enchaîne les appels vidéo pour être certain de ne jamais rester seul trop longtemps avec ses pensées. Bon, il faut qu'on parle, Lucas. Ça s'appelle l'introspection, le fait d'être seul face à ses pensées. Et si tu n'étais pas un pervers narcissique qui fait un peu des bêtises, comme toutes les bêtises que j'ai nommées jusqu'à présent dans les différents points, tu n'aurais pas peur de l'introspection. Parce que quand on fait une introspection, on se regarde soi-même en face. Quand on est seul, on n'est pas seul, on est avec soi-même. Peut-être que tu n'aimes pas. Peut-être que tu n'aimes pas être avec toi-même, mon très cher Lucas. Et peut-être que les gens n'aiment pas être avec toi non plus. Donc, il est temps de te poser, de mettre tes fesses dans un fauteuil, de couper ton téléphone, ta télé, ta radio, etc. et de réfléchir sur toi-même. L'introspection, la réflexion. 21e point, le sarcasme, qui se retourne contre eux. Ils aiment ridiculiser mais ne supportent pas l'humour à leurs dépens. Une simple pique peut exploser leur ego. Exemple, après avoir critiqué ironiquement la tenue d'un collègue, Chloé se vexe quand on lui fait remarquer qu'elle a aussi fait une faute de goût. Elle quitte la salle, furieuse et humiliée. Bon, on va pas se mentir, on est dans des affaires de filles là, ok? Nous les gars, on s'en fout un petit peu des fautes de goût, ok? Ça nous dérange pas de mettre des t-shirts avec des têtes de mort ou des fringues un petit peu voilà, de geek, etc. Bon, je sais, il y en a quelques-uns qui s'habillent bien, mais la majorité d'entre nous, on s'en fout. Mais dans le monde des femmes, c'est important. Et visiblement, Chloé, si tu critiques les autres, il faut aussi t'attendre à ce que eux te critiquent. Ça s'appelle la justice. Tout simplement. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, ma très chère Chloé? Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Il faut que tu te regardes dans le miroir au sens symbolique et apparemment au sens propre aussi, puisque tu fais des fautes de goût. 22e élément, la comparaison défavorable. Se retrouver face à quelqu'un de plus brillant ou plus charismatique déclenche jalousie et colère refoulée. Exemple, lors d'un événement sportif, Antoine se retrouve éclipsé par un autre participant plus doué. Il tente alors de rabaisser les performances de l'autre, prétextant une tricherie sans preuve pour justifier sa frustration. Eh bien, mon très cher Antoine, tu es ce qu'on appelle un mauvais perdant. Déjà, tu es un perdant. Bon, voilà, c'est déjà suffisamment pénible d'être un perdant de temps en temps. Ne te rajoute pas de la peine, ok? Ne sois pas en plus un mauvais perdant. Ne sois pas en plus un mauvais perdant. Tu t'ajoutes de la peine pour rien. L'absence de contrôle émotionnel des autres. 23e point. Ils sont doués pour manipuler, mais lorsque quelqu'un leur échappe émotionnellement, cela les met en désarroi. Exemple, Claire essaie de culpabiliser son ami pour qu'il fasse ce qu'elle veut, mais il reste calme, posé et lui dit simplement non.
Elle se retrouve déstabilisée, incapable de gérer sa frustration et part en claquant la porte. Claire, as-tu 6 ans? As-tu 6 ans pour faire comme ça? As-tu 6 ans? Tu es un tyran, Claire. Tu es un tyran. Tu es une dictatrice. La fuite en avant, 24. Lorsqu'ils sont confrontés à leurs contradictions, ils tentent souvent de se dérober. Être mis devant leurs responsabilités les paralyse. Exemple, après avoir promis un soutien financier à un proche, puis s'être rétractée, Stéphanie est confrontée à sa promesse initiale. Au lieu d'assumer, elle prétend avoir oublié et s'enferme dans le mutisme ou la colère pour couper court à la discussion. Écoute, ma très chère Stéphanie, bon, t'as promis un truc. Déjà, promets pas de choses, ok? Te prends pas la tête. Dis simplement aux gens, peut-être que je pourrais t'aider, éventuellement. Mais ne te tire pas des balles dans les pieds, ne promets rien aux gens. Tu ne lis pas l'avenir, personne ne lit l'avenir. Promettre des trucs, c'est se prendre la tête, ok? Dis simplement que peut-être, oui, tu pourras. Mais mets des réserves, ok? Ensuite, si quelqu'un vient te voir et te dit bon, bah, tu m'avais promis, etc., et que tu peux pas, pour X ou Y raison, dis les raisons au lieu de faire comme si tu avais oublié. Voilà. Confronte. Dis la vérité. Dis la vérité. Déjà, la personne comprendra mieux. 25e point, la flatterie forcée. Leur capacité à manipuler repose sur la séduction verbale. Quand ils doivent forcer le compliment, ils se sentent vulnérables et moins authentiques. Exemple, Pascal n'obtient pas l'adhésion de ses collègues pour un nouveau projet. Alors il se met à les complimenter de manière exagérée. Pourquoi tu fais ça, Pascal? C'est vraiment une technique nulle. Espérant les rallier à sa cause, mais chacun sent que c'est joué et personne n'est dupe. Et oui, Pascal, t'es vraiment à des techniques nulles. Ok, bah, on va lui filer un coup de main parce qu'il a l'air vraiment d'un gros galérien, Pascal. Bon, Pascal n'obtient pas l'adhésion de ses collègues pour un nouveau projet. Ok, pourquoi tu n'obtiens pas l'adhésion? Ok, quelles sont les objections qu'on te présente? Pourquoi les gens ne veulent pas? Est-ce qu'ils n'ont pas compris? Est-ce que ça leur semble nul? Est-ce qu'ils n'ont pas confiance en toi? Est-ce qu'ils sont sur un autre projet plus important? Qu'est-ce que tu fais là à aller sucer tout le monde? Désolé, c'est mes expressions, mais voilà, on appelle ça comme ça. Pourquoi tu te transformes en suceur pour essayer de faire passer ton truc? C'est nul, c'est nul, c'est nul. Voilà, Pascal, voilà. S'il y a peut-être vraiment un type qui s'appelle Pascal qui regarde la vidéo qui a vraiment fait ça, ce serait... Désolé, bah voilà Pascal, bah voilà, t'as droit, toi aussi, à un petit conseil personnalisé. Voilà, conseil personnalisé. Bon, tu feras mieux la prochaine fois. Ok? Le besoin maladif d'approbation. Tout en affichant un dédain pour l'opinion d'autrui, ils y sont en réalité obsédés. Sans quoi... ils se sentent vides. Exemple, Gabrielle prétend mépriser la vie des autres, mais elle change immédiatement de style vestimentaire dès qu'une connaissance lui fait la moindre remarque, prouvant son besoin constant de validation extérieure. Ça se sent, hein, ça se sent. Écoute, habille-toi comme tu veux et même si tu t'habilles mal ou même si c'est pas très original, aie confiance, ok? Moi, je mets toujours le même pull bleu. Moi, j'ai 3 pulls, un bleu, un noir, un vert. Je me prends pas la tête à en mettre d'autres. J'en ai d'autres, mais je les mets même pas parce que j'ai la flemme. Et puis voilà. Et puis au pire, les gens ils trouvent ça nul. Je m'en fous. C'est pas grave. C'est pas du tout grave parce que ce qui est important, c'est que toi tu te dégages une bonne vibe, que tu dégages quelque chose de confiant. Les gens ils préfèrent que tu sois confiant et pas que tu sois bien habillé, plutôt que tu sois trop bien habillé et insécure. Parce que c'est pire. C'est pire en fait. Le manque de sincérité. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu... Ils n'ont pas l'air de payer une mine comme ça, mais à l'intérieur, dans leur esprit, c'est au clair, c'est organisé, c'est confiant, ça avance, et c'est plus important, je pense, que l'extérieur. Bah oui, des fois, l'invisible est essentiel. L'essentiel est invisible pour les yeux. Voilà, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ça reste quand même l'essentiel, hein. Le manque de sincérité. Leur vie est souvent un théâtre. Rencontrer quelqu'un qui exige l'honnêteté les pousse dans le retranchement. Exemple, Simon ment régulièrement pour se faire mousser. Quand sa nouvelle collègue lui demande des preuves concrètes de ce qu'il avance, il s'embrouille et finit par l'éviter
pour ne pas avoir à fournir la moindre transparence. Simon, pourquoi as-tu besoin de faire cela? Pourquoi as-tu besoin autant de te mettre en avant? Et pourquoi est-ce que c'est aussi addictif pour que tu prennes de tels risques et que tu passes au final pour un menteur? Moi, je pense que je sais pourquoi tu fais ça, Simon. Parce que tu mens pour te faire mousser, parce que tu veux que les gens aient confiance en toi et tu veux booster ton ego. Le problème, c'est que maintenant, les gens te demandent des preuves, parce que les gens ne te croient pas sur parole. Les gens veulent des preuves, c'est comme ça. C'est pareil pour tout le monde. C'est pareil pour tout le monde. Les gens ne te croient pas comme ça juste parce que tu dis quelque chose. Ils veulent des preuves. Donc, maintenant que tu ne peux pas fournir de preuves, tu passes pour un idiot. Et les gens ont encore moins confiance en toi que si tu n'avais rien dit. Le refus de la remise en question. Changer ou se remettre en question revient à détruire l'image idéalisée qu'ils entretiennent. C'est inconcevable pour eux. Exemple, après un énième échec professionnel, Justine refuse d'admettre ses erreurs. Oh, elle préfère accuser l'entreprise et ses collègues de sabotage plutôt que de remettre en cause son propre comportement. Bah alors on n'est pas un petit peu parano, Justine, sur les bords? 29e élément, les imprévus. Les événements qui échappent à leur plan sont source d'un profond sentiment de perte de contrôle. Exemple, Louis a tout planifié pour ses vacances, mais un retard de vol l'empêche de suivre son programme exact. Il pique une colère monumentale dans l'aéroport, incapable de gérer la frustration d'un événement inattendu. Pour les gens qui ont travaillé au contact du public, ça a été mon cas pendant des années, vous savez ce que sont ces espèces de clients à moitié starbés qui vous pètent des plombs quand ils n'ont pas ce qu'ils ont. C'est d'ailleurs une des choses qui démoralise énormément les gens qui sont au contact du public comme ça, parce que ces gens-là envoient des mauvaises vibes, ils détruisent votre énergie émotionnelle. Eh ben oui, comment il s'appelle celui-là? Louis. Bon, bah Louis, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Ça arrive qu'il y ait des retards dans les transports. Tu n'es pas le seul à avoir vécu cela. Effectivement, c'est embêtant. Maintenant, dans la vie, des fois, il faut avoir des petites marges de sécurité, on appelle ça comme ça, pour les imprévus. La peur de l'abandon final. En dépit de leur apparente dureté, il ou elle redoute plus que tout que les autres les laissent tomber, les reléguant à l'insignifiance. Exemple, lorsqu'il pressent que sa compagne va le quitter, Mathieu lui fait des déclarations d'amour soudaines et excessives. Il la supplie de ne pas partir, révélant ainsi la crainte de se retrouver seul et oublié. Comment il s'appelle celui-là encore? Mathieu. Écoute, Mathieu, c'est vrai que c'est difficile de se faire quitter, mais voilà, lorsqu'il prétend que sa compagne va le quitter. Ok, bon. Déjà, essaye de comprendre pourquoi, mais surtout, Mathieu, les séparations font partie de la vie. Je n'ai pas dit que c'était drôle, je n'ai pas dit que voilà, c'était quelque chose de super, etc. Mais c'est comme ça. Il y a des séparations dans la vie. Et puis, je te souhaite de retrouver quelqu'un d'autre, Mathieu. Parce qu'apparemment, là, c'est pas gagné. Si tu pressens qu'elle t'a quitté, peut-être qu'elle va vraiment le faire. Ou peut-être pas, peut-être que c'est juste toi qui es anxieux. On appelle ça le style d'attachement anxieux. Et c'est un style d'attachement qui fait que les gens, en fait, ils ont sans arrêt peur d'être quittés. Et au moindre petit signe d'éloignement de l'autre personne, ils ont cette croyance qu'on va les abandonner. Le grand paradoxe, le truc un peu ironique dans cette histoire, c'est que parce qu'ils ont peur d'être abandonnés, parfois ils génèrent chez leurs compagnons le désir de partir réellement. C'est très ironique. Vous avez peur d'être quitté. À la base, ça ne serait pas arrivé, mais vous avez tellement peur sans arrêt que l'autre personne pense que vous n'avez pas confiance en elle et elle finit réellement par vous quitter. Je vous propose un petit dessert, une petite conclusion. J'aime bien faire des petites conclusions. Donc on va en faire une. On se rend compte que les gens pervers narcissiques ont du mal à regarder les choses en face. Aussi, ils ont peur
de ne pas avoir de l'attention. Il faut qu'ils soient le centre de l'attention. Ils sont un petit peu gourmands dans la façon dont ils se vendent aux autres et ils se survendent, créant inévitablement une déception parce que leurs paroles disent des choses qui sont fausses, c'est-à-dire des mensonges, et les gens, au bout d'un moment, découvrent ces mensonges. On dit que la vérité prend l'escalier et le mensonge prend l'ascenseur. Mais même les gens qui prennent l'escalier, ils arrivent au bout d'un moment à leur destination. Okay, c'est juste un petit peu plus long. Donc, pour les gens pervers narcissiques qui regardent cette vidéo, à un moment, regardez-vous tel que vous êtes et si vous voulez plus d'attention, si vous voulez plus de succès, etc., ça se mérite. Ça se mérite. Il ne faut pas dire des mensonges, il faut aller chercher les raisons qui feront que réellement on va vous aimer, que réellement on va vous donner de l'attention, que réellement vous aurez du succès. Si vous vivez avec une personne perverse narcissique et que vous regardez cette vidéo, vous voyez que grosso modo, ce qu'il faudrait faire pour éviter de les mettre en panique, ce serait de ne pas les confronter. Le problème, c'est que dans la vie, pour créer des relations, on a besoin de confiance et donc on a besoin de vérité. Donc ce que ça nous donne, cette vidéo, je pense comme conclusion, c'est qu'il est difficile de créer des relations avec les personnes perverses narcissiques parce qu'elles fuient la vérité. Et donc inévitablement, vous allez perdre confiance en elles parce que vous allez vous rendre compte qu'elles sont malhonnêtes. Elles mentent, elles disent des bêtises, ou pour éviter les problèmes, ou parce qu'elles ont besoin de se faire mousser, parce qu'elles sont addictes à l'attention et à la validation. Et donc ça donne des relations qui ne sont pas forcément géniales sur le long terme.